Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour le Ludovore et je vous accueille dans ce 126, j'ai oublié, 125e, 126e numéro du menu crowdfunding, je crois que c'est le 125e, me semble-t-il, cette émission dans laquelle je vous présente la grande majorité des nouveaux projets actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, sur GameFound, sur Ulule, parfois même sur BackerKit. Et donc cette semaine, vous allez voir, on est sur une semaine assez légère, assez intéressante en termes de projets malgré tout, mais avec assez peu de projets, et ça tombe très bien parce que cette semaine, je n'ai pas pu commencer le tournage vendredi, comme c'est le cas habituellement. Je fais souvent la première partie, les deux premières parties vendredi soir, puis la dernière samedi, et j'enchaîne avec le montage. Mais hier soir, donc vendredi, je me suis endormi comme un gros étron aux côtés de mon fils. Et du coup, je dois enchaîner l'ensemble de la vidéo et le montage le samedi soir. Donc, ça va être une courte nuit, j'en ai peur. Mais du coup, le programme étant relativement succinct cette semaine, je planifie une vidéo sous les 60 minutes, en tout cas j'espère, mais bon, vous le savez, le menu crowdfunding présenté par Kevin, c'est un peu comme la durée présentée sur certaines boîtes de jeux, on vous indique parfois 60 minutes et ça dure 90, voire 120. Donc on verra où ça nous mène, mais mon objectif pour aujourd'hui, c'est de faire un peu moins d'une heure. Sur ce, on est parti avec les trois sous-catégories habituelles, à savoir les entrées, les plats, les desserts, en allant des projets les moins intéressants, subjectivement parlant, aux plus intéressants, tout aussi subjectivement parlant, quoique un peu moins subjectivement quand même, mais il y a forcément ce petit soupçon de subjectivité qui entre en compte. Quoi qu'il en soit, on est parti. On commence cette semaine avec un titre bien germanophone et donc, excusez-moi pour tous les germanophones, un peu moche. Il s'agit de Schutztruppe, 93 contributeurs pour le nouveau projet de Compass Games, 75e projet créé. C'est un record, non, c'est Queen Games le record avec son projet mensuel, mais Compass Games c'est le record du nombre de projets pour un tout petit éditeur qui passe très rarement la barre des 200-300 contributeurs, avec Storm of Steel, Atlantic Sentinels, World War II Campaigns, etc. C'est que des jeux de guerre, que des wargames dans tous les sens, assez fréquents eux aussi, ils en font bien 4-5 par an à mon avis, et donc ils nous reviennent avec un nouveau projet, un Schutztruppe, cette fois-ci on est en 14-19, Heya Safari, donc j'imagine que c'est un théâtre d'opération qui se place en Afrique, j'imagine, c'est pour 2 joueurs, pour 14 ans et plus, complexité moyenne, pour 3 à 4 heures de partie, donc voilà, c'est comme d'habitude avec Compass Games, des jeux wargame avec, bon, une palette de couleurs qui laisse un peu à désirer, c'est un peu, c'est vrai, moche comme un cul, un lendemain de curry thaïlandais, on est d'accord, mais bon, après pour tous les amateurs de Wargame, vous me direz peut-être, si jamais vous avez pu tester un jeu de Compass Games, c'est peut-être de la très bonne qualité en la matière, mais je ne saurais pas vous en dire grand chose, parce que je suis vraiment pas du tout expert des Wargames. Voilà donc pour Schutztruppe, 93 contributeurs pour l'instant, 11 jours avant la fin de cette courte campagne. On enchaîne avec un jeu un peu plus joli en termes d'allure, il s'agit de Beyond the Horizon, un petit roll and write, print and play qui plus est, autrement dit projet pas cher à peu de risques, comme souvent les print and play, et qui plus est, ils ont l'avantage d'être livrés, entre guillemets, le PDF en tout cas d'être envoyé au backer quelques jours, quelques semaines après la fin de la campagne, ce qui est plutôt sympatoche, parce qu'on a quand même l'habitude, nous qui backons masse de projets semaine après semaine, mois après mois, année après année, de recevoir nos jeux 12, 24, 36 mois parfois après la fin de la campagne. Là pour le coup vous serez servi assez rapidement pour Beyond the Horizon, et en plus ça, vous le voyez, c'est à 3 € pour ce petit projet qui vient de Pologne et de Andrikov. C'est le 4e projet de Carrot Pen, un nom d'éditeur assez original qui s'est focalisé jusqu'à maintenant sur les roll and write, le dernier étant Welcome to Catsville, qui avait fait un plutôt bon résultat si mes souvenirs sont bons. On va aller checker, c'était combien? 370 backers pour un petit éditeur comme ça qui n'a pas une grande renommée, c'était plutôt pas si mal. Et pour l'instant, on suit un peu le même trajet avec presque 140 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne.
ça devrait plutôt pas mal se passer. Ça va être un run and write, disons, initié, hein. C'est accessible, mais c'est pas non plus de l'entrée de gamme. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc on est sur un run and write un peu plus contenu, parce que souvent les run and write proposent des expériences qui font du 1 à 99 joueurs en gros, hein. Là c'est plutôt du 1 à 4 pour 10 ans et plus, pour 30 à 60 minutes. Avec pas mal d'interactions apparemment entre les joueurs si j'ai bien compris. Ça représente plutôt pas mal, c'est pas vilain. Pour un petit run and write en print and play qui plus est, j'ai envie de dire, si vous êtes amateur et que c'est pas trop récalcitrant vis-à-vis des run and write, ça pourrait potentiellement vous plaire. En tout cas, j'aime bien la direction artistique. Est-ce que c'est de l'IA ou pas? Je me suis pas trop posé la question, j'ai pas tellement cherché. Mais je vois en même temps ici une utilisation de l'IA, donc peut-être. Dice Pen Studio is helping with the graphics. Ouais, il y a des éléments. Bon, il y a des éléments apparemment qui proviennent de l'IA, qui servent un peu de base avant que les humains, entre guillemets, ils viennent y apporter des corrections. Donc oui, il y a un peu d'utilisation d'IA, mais plus le temps passe, en plus je me dis que pour des petits éditeurs qui ont vraiment pas le sou, hein, et qui veulent malgré tout éditer leur petit projet, qui plus est en print and play, qui n'est pas un modèle sur lequel ils vont faire beaucoup d'argent, après tout, pourquoi pas l'utiliser comme base de travail avant d'ensuite le retravailler, pourquoi pas. Beyond the Horizon, donc 16 jours avant la fin de la campagne, 136 contributeurs et 1230 € d'engrangés. Diverse, l'éditeur de Nexus, c'est un petit peu une définition, dans le domaine du board game en tout cas, du joscoboutisme. Parce qu'en fait, si vous allez cliquer en fait simplement ici sur Diverse, les 7 projets créés jusqu'à maintenant sur Kickstarter, vous allez essentiellement trouver du Nexus. Voilà, pour vous donner une indication, hein, premier projet, Nexus. Nexus. Le dernier projet, en fait, c'était Attribute Dice, donc c'était des dés. Et voilà, tout le reste, c'était Nexus. Et vous voyez ici, annulé, annulé, annulé. Donc la moitié des campagnes jusqu'à ce jour qui ont été annulées. Mais malgré tout, vous voyez qu'ils poussent, ils essayent malgré tout de faire vivre Nexus et son univers. Et puis, ma foi, ça marche de mieux en mieux malgré tout, puisque Nexus revient cette fois-ci sur Kickstarter avec une nouvelle extension intitulée Unsanctioned, avec une big box qui plus est. Et pour l'instant, bah, vous le voyez, 279 contributeurs sans être extraordinaire. C'est un résultat potable pour un éditeur qui peine généralement à financer. Là, pour le coup, c'est financé. Ce qui n'empêche pas parfois les éditeurs d'annuler en cours de campagne malgré un seuil de financement atteint. Bon là clairement ça pourrait être le cas puisqu'ils ont fixé un objectif de financement à 10 000 € seulement, alors que vous allez voir très clairement, et vous savez déjà, si vous avez déjà vu des campagnes de Nexus sur Kickstarter ou même sur GameFound, je crois que vous avez fait un détour sur GameFound une fois, que c'est un jeu qui a des coûts de production assez conséquents. D'ailleurs vous le voyez, un pre-painted, donc on a des miniatures qui sont déjà pré-peintes, on a du gros matos, donc évidemment que 10 000 €, s'ils financent à 10 000 €, ils sont dans le rouge carmin, quoi. 35 000 €, est-ce que ça sera suffisant? S'ils font une petite impression à 1000 copies, peut-être, et encore. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours pour 2 à 4 joueurs, 60 minutes la partie, 17 ans et plus, parce que bon, c'est quand même un petit peu gore sur les bords, et donc c'est une extension qui, bien sûr, requièrra la présence du jeu de base, sans lequel vous ne pourrez absolument pas jouer à cette extension, hein. Ça fait sens, c'est quand même généralement le cas des extensions, ceci n'est donc pas un stand-alone, sachez-le. Et donc cette extension vient rajouter encore plus de gameplay, encore plus de factions, d'ennemis en tout genre. Ici, par exemple, on a une sorte de Barge Beast, une grosse bête avec une sorte de massue avec des clous dessus, c'est assez dégueulasse. Bref, masse de matos, ça coûte évidemment assez cher comme vous pouvez en douter, ça vient aussi rajouter de nouvelles cartes, bien évidemment, pas mal d'éléments de gameplay, mais également d'éléments visuels. C'est un petit peu le propre de ce jeu, hein, une présence sur table assez conséquente, et bien sûr donc le prix qui va avec, hein, même si fondamentalement ce qu'ils mettent beaucoup en avant dans leur campagne, pour toutes les campagnes de Nexus, c'est bien évidemment leurs miniatures, parce qu'elles sont vraiment très quali, visuellement c'est vrai que ça envoie du bois, mais fondamentalement en termes de gameplay, qu'est-ce que ça vaut? Ils ne mettent pas tant que ça en avant, le gameplay, en réalité. Donc, bon, on peut se poser des questions à ce niveau-là. Pour l'extension en elle-même, c'est 90 $, vache, 90 $ l'extension, hein, l'extension seulement. Ça douille un petit peu. Ensuite, Board Game Bundle, pour ceux qui voudraient l'extension, ainsi que Nexus Arena Combat System, donc en gros le jeu de base, hein, c'est quand même 210 boules, ça coûte quand même un rein, et le gros orteil du pied droit. Donc il faut le vouloir, et c'est pas un éditeur dans lequel on peut placer une confiance totale, vu leurs précédents, leurs précédentes expériences, avec pas mal d'annulations en cours de campagne, etc., etc.
Bref, on a quand même pas mal d'autres niveaux de pledge également qui peuvent aller jusqu'à des prix assez exorbitants, de l'ordre de 400$ par exemple pour le All-in Bundle. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Nexus. On passe assez rapidement, il s'agit d'un jeu de confrontation, entre autres, il y a d'autres modes de jeu, mais essentiellement un jeu de confrontation avec des miniatures, certes très joliment réalisées, mais extrêmement cher, et dans un éditeur, encore une fois, dans lequel on ne peut pas forcément placer une confiance totale. 280 backers pour l'instant, 20 jours avant la fin de la campagne qui pour l'instant en tout cas est financée. On enchaîne avec un projet allemand, donc un projet moche, en tout cas c'est ce qu'on dit en général, là pour le coup, c'est pas dégueulasse. C'est le premier projet en plus de ça de Simon Schmieder, il s'agit de Jakarta Traffic. Donc on part du côté de l'Indonésie, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, Indonésie, la capitale de l'Indonésie, Jakarta. Et pour l'instant, bah, ma foi, ça se passe pas trop mal hein, pour un primo-éditeur d'un projet dont on n'avait pas spécialement entendu parler au préalable, et ben ma foi c'est pas si mal, 265 contributeurs à la fin de la première semaine, 24 jours avant la fin de la campagne, c'est déjà 11 500€ d'engrangés, et bien sûr comme le titre l'indique, on est parti dans la capitale de l'Indonésie, et on va essayer de se démêler un petit peu les pinceaux au milieu du trafic de la capitale indonésienne, et évidemment ça va être un gros bordel, on va avoir des plateaux de joueurs qui auront une légère asymétrie de ci de là, légère, hein, c'est un jeu très léger malgré tout, mais donc on va essayer de se déplacer aussi bien que possible au milieu de cette capitale qui fourmille de voitures, de scooters, de motos et en tout genre. Et bien sûr, il y aura une grosse variabilité apparemment, puisque si j'ai bien compris, il y aura des tuiles qui vont être évidemment placées de manière différente d'une partie à l'autre, et même en cours de partie, il va y avoir des modifications, etc. Mais fondamentalement, l'objectif principal, ça restera du pick-up and deliver, on va choper les trucs, les déposer ailleurs pour gagner des points. Voilà. Relativement classique de ce point de vue là, mais en même temps j'ai envie de dire que bon, le matos est pas dégueu, on a des petites tuiles, enfin du placement de tuiles avec une sorte de double épaisseur on va dire, enfin c'est pas une double épaisseur mais c'est un trou au milieu pour pouvoir les placer, les déplacer plus simplement, etc. Mais également des petits tokens avec du screen print dessus, donc bon, c'est pas si vilain que ça, même si encore une fois la direction artistique je suis pas hyper fan, mais pour un primo éditeur, on a vu quand même bien pire que ça, surtout du côté de l'Allemagne. Malheureusement, pas de VF à l'horizon pour l'instant, pour ce qui est de Jakarta Traffic. Donc en plus à 35$, c'est pas non plus outrancier en termes de prix. Voilà donc pour Jakarta Traffic, 265 contributeurs, 24 jours avant la fin de la campagne, et déjà 11 500€ d'engrangés. On vient donc de franchir récemment le seuil de financement. Mark Swanson et son éditeur qui est donc Oddbird Games, c'est un peu un parcours atypique, parce que Mark Swanson, il a fait ce qu'on appelle un Grail Game, un jeu Graal, que beaucoup de joueurs considèrent comme étant le meilleur jeu de l'univers à travers le temps et l'espace, et puis aussi pas mal de jeux beaucoup plus... j'allais dire random, et non c'est trop péjoratif, mais disons passer un petit peu sous le radar, des jeux un petit peu plus confidentiels, va-t-on dire. Petit détour du côté de la page, vous le voyez, Mark Swanson et Oddbird, c'est quand même le mec derrière Fodom. Et c'est la première fois qu'ils nous pondent une campagne sur Kickstarter pour autre chose que pour Fodom, puisque Fodom avait quand même une première campagne, c'était quoi, 2017, 2018, quelque chose comme ça, on va aller voir rapidement. Et à l'époque, ça avait fait quand même pas mal de bruit. 3000 contributeurs, c'était pour rappel en 2016, waouh, fin 2016. Donc c'était quand même à l'époque, 3000 contributeurs en 2016 sur Kickstarter, c'était quand même un énorme résultat. Et donc, à l'époque, on avait fait quand même un très beau score, et c'est un jeu quand même assez complexe, avec masse de règles, c'est un jeu qui nécessite quand même une courbe d'apprentissage assez conséquente, potasser les règles aussi assez longuement, c'est un jeu assez compliqué quoi. Ensuite il était revenu avec Fodom The Queen's Army, une extension, puis Rudders and Ramparts, autre extension également, et finalement ça y est, il nous revient avec un jeu différent, et là on passe à un truc radicalement différent avec Fled, A Gripping Game of Gutsy Escape. Vous allez être placé dans une prison victorienne, victorienne d'Angleterre bien sûr, et vous allez devoir essayer de vous en échapper. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour des parties relativement courtes de 45 à 60 minutes, et c'est pour 2 à 4 joueurs. Pour l'instant, vous voyez, le début de campagne est pas ridicule, hein, honnêtement, 500 contributeurs. Bon, après, il a une base, une fanbase assez solide grâce à Fodom, mais on est sur un jeu tellement différent que je sais pas si ça joue tellement. 500 contributeurs uniquement pour l'instant, mais quand même, 500 contributeurs, c'est pas ridicule. Et vous le voyez, pour l'instant, on est quand même assez loin du seuil de financement, qui est fixé à 45 000 €, parce que, bon, en fait, il a fixé un seuil de financement pour un jeu pas très cher en plus, un seuil de financement honnête.
Et du coup, bah, c'est vrai que ça nous permet de revenir un petit peu, très brièvement, sur les fameux seuils de financement. Il y en a beaucoup, on le sait, qui sont faux, qui sont revus un petit peu à la baisse pour permettre de financer et de créer une sorte de hype autour d'un projet. Là, pour le coup, pour un jeu pas cher, il a semble-t-il proposé un seuil de financement assez honnête, et du coup, on a l'impression que le projet galère, alors que fondamentalement, pas tant que ça, 500 contributeurs après moins d'une semaine de campagne sur un jeu pas très joli, pour être tout à fait honnête, qui est loin, certainement des attentes des fans de Fodom et de Hotbird Games. Donc c'est pas si mal en termes de début de campagne, mais c'est vrai que ça semble galérer un petit peu. Pour autant, je pense qu'il devrait pouvoir financer, si tant est qu'il aille véritablement jusqu'à la fin de la campagne, qu'il n'annule pas avant en voyant que ça galère un petit peu. On verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, je l'ai déjà dit, hein, c'est pour 2 à 4 personnes, toujours disponible en VF, comme c'était déjà le cas pour Fodom, pour 45 à 60 minutes. J'ai oublié par contre un truc assez important. Est-ce qu'il s'agissait d'un jeu coop ou non? Je crois que non. Hein. Je crois que c'était du compétitif pour le coup, où on va avoir un jeu qui est fondamentalement basé sur de la gestion de main, donc vous allez jouer différentes cartes et également agencer différentes tuiles pour essayer autant que faire se peut de fuir, de vous échapper de cette prison, tout en vous évadant également du regard des différents gardiens qui vont chercher à vous en empêcher, bien évidemment, parce que c'est leur boulot, ils sont un petit peu payés pour ça. Alors oui, les meeples ont le petit côté screen print qui ajoute un petit peu d'immersion, c'est plutôt sympatoche certes, mais quand même, c'est vrai que visuellement ça envoie pas du pâté, hein. Clairement c'est pas très joli, alors que Fodom était vraiment très beau, il y avait une patte graphique vraiment unique, vraiment reconnaissable, mais c'était quand même vraiment beau. Là, pour le coup, Fled, c'est pas mirobolant en termes de direction artistique, pour être tout à fait honnête. Mais bon, on va donc placer une tuile de prison à son tour, on va essayer de se déplacer, d'échapper à des pièges, de nous permettre peut-être de bénéficier de certains items qui, eux, vont nous permettre de planifier une fuite un petit peu plus simple, ou de mettre des bâtons dans les roues aux gardiens, etc. Assez classique de ce point de vue là. Je pense que les amateurs de Hotbird Games et donc de Fodom en attendaient certainement un petit peu plus, c'est peut-être aussi pour ça que le projet pour l'instant galère un petit peu. En plus de ça, c'est pas très cher, hein, 40$ pour l'édition KS de base. Vous avez aussi une petite extension de Spectre qui vient peut-être ajouter un fantôme, j'ai l'impression, à 50$. Et sinon, vous pouvez même ajouter aussi un playmat en néoprène, ou un petit peu de deluxification. Pour ce type de jeu-là, je suis pas convaincu que ce soit hyper intéressant, mais après tout, pourquoi pas. Voilà donc pour Fled, 479 contributeurs. N'oubliez pas, au demeurant, que Mark Swanson revient avec Fodom dans quelques mois également, peut-être même dans quelques semaines. Je crois que c'était avril, me semble-t-il. Donc il va peut-être enchaîner 2 campagnes coup sur coup. Je crois que Fodom c'était sur GameFound en revanche. Donc attendez-vous à une campagne qui sera peut-être bien plus réussie que celle de Fled, parce que Fodom il est très attendu. Et je crois qu'on aura même peut-être une big box dans le tas. Enfin, c'est pour le 7e anniversaire en tout cas. On en reparlera sur la chaîne, j'imagine. Voilà pour Fled. Et c'était également d'ailleurs le dernier projet des entrées de la semaine. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie, à savoir donc les plats principaux. On va aller assez rapidement sur celui-ci parce que c'est un jeu qui a déjà connu une sortie par le passé. Il s'agit de Ready Set Bet High Roller Edition. Alors, la deuxième partie du titre, hein, le High Roller Edition, ça par contre, c'est nouveau. Mais Ready Set Bet, c'est un jeu qui a déjà connu une sortie, je crois que c'était en 2019-20, j'ai oublié. C'est un jeu de John D. Clair, quand même un auteur de renom, qu'on a beaucoup vu ces dernières années, notamment chez Alderac, donc chez AEG, l'éditeur américain. Vous le reconnaissez peut-être puisque John D. Clair, entre autres, c'est l'auteur de Dead Reckoning ou encore de Mystic Vale avant ça. Est-ce que c'était déjà AEG pour Mystic Vale? Peut-être pas. Non, c'était peut-être pas AEG, mais bon, il a fait ça aussi entre autres. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, rien à voir avec Dead Reckoning et ses pirates ou avec Mystic Vale, ses elfes et les nains en tout genre. Cette fois-ci, on est bien dans le monde réel, on est dans les courses de chevaux. Avec pour l'instant vous voyez un très beau résultat, 2755 contributeurs. En même temps le jeu a déjà sa réputation, il a déjà une certaine cote de popularité et d'amour auprès des joueurs, donc bien évidemment qu'une édition deluxifiée comme c'est le cas ici avec les High Roller Edition allait faire venir les foules. Les foules, c'est peut-être un bien grand mot, 2755 c'est pas non plus extraordinairement élevé en termes de nombre de backers, mais quand même
Je m'attendais à un peu plus, certes, quand même, mais je pense qu'on finira certainement aux alentours de 4000 contributeurs, peut-être un petit peu moins que ça. C'est un jeu pour 30 à 60 minutes, donc des parties relativement courtes, un jeu assez facile à sortir, pour 2 à 9 joueurs, assez atypique, le petit 9, pourquoi pas 8 ou 10, j'aime bien les chiffres pairs, moi, personnellement, en termes de nombre de joueurs, mais bon, après tout, on s'en fout. Et paraît-il qu'en plus de ça, Ready, Set, Bet, il marche, entre guillemets, aussi bien, paraît-il, à 2, K9, K7, K5, et ça c'est plutôt agréable, c'est assez rare de voir un jeu qui, en anglais on dirait scale bien, donc comment dirais-je ça en français d'ailleurs, qui se joue tout simplement aussi bien, quel que soit le nombre de joueurs autour de la table, parce que parfois on écrit par exemple 5 joueurs, mais fondamentalement à 5 c'est souvent naze, ou trop long, ou il y a trop de temps d'attente entre chaque tour de joueurs. Là apparemment Ready Set Bet c'est bien à tous les nombres de joueurs, et c'est pour 10 ans en plus, ce qui en fait un jeu aussi assez accessible. Et donc dans cette version deluxifiée, vous allez avoir du néoprène pour remplacer les deux plateaux que vous voyez ici, les plateaux des enchères, des paris on va dire, et le plateau de la course elle-même, donc en néoprène. Vous avez aussi des petits meeples de chevaux qui sont un petit peu deluxifiés, des gros meeples de chevaux sérigraphiés. Vous avez des chips de poker, des jetons de poker. Donc là encore, de l'oxyfication de matériel à tous les niveaux, pour une édition qui vous coûtera 89$, donc pour un jeu assez court, assez facile à sortir, assez familial, c'est vrai que ça fait une certaine somme, mais bon, quand on aime, paraît-il, on compte pas, ou on compte moins, ou on compte différemment en tout cas. Donc voilà, petit résumé des différents éléments de gameplay qui vont être un petit peu doxifiés, donc les petits jetons de poker pour remplacer le carton, les tapis de néoprène, des dés style casino, alors je sais pas si ça c'est le rendu définitif, parce que si c'est le cas, c'est pas très joli et ça n'a rien de pas très particulier. Les meeples de chevaux sérigraphiés, et puis pour le reste, vous connaissez certainement au moins de nom le jeu Ready Set Bet, donc je vais pas trop entrer dans les détails à ce niveau-là. Sachez qu'il a quand même été couvert de récompenses à travers le temps ces dernières années. C'est vrai que c'est un jeu qui a quand même beaucoup, comment dirais-je, séduit ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer, même si c'est un jeu qui a pas tellement traversé de l'Atlantique pour l'instant, en tout cas pas de manière massive. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a éventuellement des add-ons? Oui, c'est ça. On a un add-on avec des dés de AEG, on s'en fout un petit peu. On a encore un lot supplémentaire de chevaux éventuellement pour 29$, bon, avec même des noms pour chacun des chevaux. Ça, c'est plutôt sympa, ma foi. Ça ajoute un petit peu d'immersion potentiellement, si tant est qu'on y attribue quelconque intérêt à ce genre de choses, mais bon. En tout cas, c'est un jeu qui a l'air d'être très fun. J'avoue que j'aimerais bien le tester. Avec Xavier, on a beaucoup apprécié Longshot. J'avais perdu le titre. Ça fait quelques mois qu'on n'y a pas joué. J'apprécie beaucoup Longshot. Alors que pour autant, les courses hippiques, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais Longshot m'avait tellement plu que, ma foi, Ready Set Bet, pour le fun, j'aimerais bien le tester un jour. On verra si l'occasion m'en est donnée. Voilà donc pour Ready Set Bet High Roller Edition, 2755 backers pour l'instant, 6 jours avant la fin de la campagne et déjà 200 000€ d'engrangés. On continue avec le nouveau projet de Night Games, le 3e projet de Night Games sur Kickstarter, un projet qui fait masse de thunes sur sa licence, et en même temps, c'est un peu le principe quand on lance un jeu avec une licence, c'est de faire marcher la machine à sous grâce à la licence fondamentalement, avant de vraiment se centrer sur le gameplay. Et les fans de Harry Potter sont quand même très nombreux. Et pour autant, bon, la campagne se passe bien, c'est vrai, mais on aurait pu escompter mieux, j'imagine, que ces 2100 backers en fin de première semaine de campagne. Mais ceci dit, 2100 backers qui ont quand même réuni 335 000$, ce qui est quand même pas rien. 10 jours avant la fin de la campagne, donc pour Harry Potter Miniatures Adventure Games, Wizarding Duels. Je crois qu'on va se contenter de dire Wizarding Duels maintenant, parce que c'est un petit peu chiant de tout raconter. Et vous le voyez un petit peu ici, vous l'entreapercevez, on va avoir pas des tuiles, c'est pas des tuiles du tout, c'est des hex, donc des hexagones, sur lesquels les personnages vont progresser pour se rapprocher, s'éloigner, se lancer des sorts à la tronche. C'est pour 2 joueurs, c'est pour des parties de 40 à 60 minutes, et pour 14 ans et plus, avec une école de Poudlard assez ratée pour le coup ici, je trouve, c'est pas très réussi pour le coup. Mais bon, ceci dit, les amateurs apprécieront aussi la présence de miniatures qui, attention, ne seront pas prépeintes, contrairement à ce que l'on peut imaginer en voyant cela. Mais non, c'est précisé ici, elles ne seront pas prépeintes. Alors, ceci dit, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, bon, autant Ron, Voldemort, ça passe. Hermione, bon,
visiblement, elle n'a pas beaucoup dormi hier, mais admettons. Par contre, on est d'accord que Harry Potter, il est dégueulasse. Il ressemble à rien, on est d'accord. En tout cas, pas à Daniel Radcliffe. Enfin, il n'est pas très réussi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais je trouve qu'il n'est pas super. Quoi qu'il en soit, on a ici un pledge de base pour Wizarding Duels à 55 €. Pas outrageusement cher pour être tout à fait honnête, mais vous allez voir que bien sûr, ils vont faire cracher un petit peu de la thune avec des extensions, bien évidemment. Alors, continuons. Ici, vous voyez aussi que dans votre pledge, vous aurez pas mal d'ajouts de personnages supplémentaires qui seront des exclusivités Kickstarter, si l'on en croit en tout cas le petit cas que l'on voit ici. On aura Rita Skeeter, Neville Londubat, si mes souvenirs sont bons, Creature, Ollivander, c'est l'artisan des baguettes magiques, je crois, Fawkes, ça me dit rien. Fred et George Weasley, bref, ça me rappelle un petit peu de nostalgie. On pourra même jouer les Dudley, l'oncle et la tante de Harry Potter, qui sont pas du tout magiciens pour le coup. Comment pourrons-nous les jouer? Je suis très curieux de voir ça. Je sais pas à quel point ils seront jouables. Quoi qu'il en soit, un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Le plateau central, avec les cartes qui vont venir s'ajouter aussi pour chacun des joueurs, avec les différents sorts que vous pourrez bien utiliser simplement. Avec ensuite les miniatures, donc non pré-peintes, comme je disais tout à l'heure, avec Edwige également. On a des mange-morts. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, honnêtement. J'ai oublié comment ça s'appelle en français. Mais Death Eater, ça pourrait se traduire de mange-mort, auquel cas c'est un petit peu fun, parce que c'est aussi une insulte en français pour le coup. On continue, les différentes cartes d'artefacts, de personnages, de sorts, etc. que vous pourrez bien évidemment utiliser. Ensuite, vous avez un pledge à 150 € qui vient vous ajouter Servants of the Dark Lord Expansion, donc les serviteurs du grand mage noir, donc de Voldemort en gros, Students and Magical Creatures, et puis aussi une boîte de Stretch Gold, donc pas mal de nouveaux personnages que vous pourrez utiliser dans le jeu, notamment Hagrid, on a aussi Dumbledore, on a aussi McGonagall, donc l'ensemble des professeurs, la grande majorité des professeurs, Sirius Black, etc. Donc pas mal de nouveaux personnages. Également pour Servants of the Dark Lord, bien vous vous doutez que ce seront les mages noirs. Donc on aura Snape, qui pour le coup est bon, un peu entre deux eaux. Lucius Malfoy, Draco Malfoy, etc. Pettigrew, bien sûr, le rat. Et puis ensuite, on a aussi Students and Magical Creatures. Là, on aura les... je ne sais plus comment ça s'appelle en français, les Dementors, Cédric Diggory, etc. Bref, pas mal d'autres étudiants de différentes écoles de magie. Ensuite, on a un Horror Pledge à 270 € qui vient ajouter l'extension avec le basilic, avec aussi de nouveaux éléments de terrain, de nouveaux tokens, avec également un mode solo et un mode coop pour vaincre le basilic. On a aussi Fluffy, que vous voyez ici, l'espèce de cerbère. On a ensuite l'extension Hogwarts Supporters, avec différents personnages, différents autres magiciens du monde de Harry Potter. Bref, pas mal de rejouabilité avec tous ces personnages, mais par contre il faudra sortir max de tunas. Voilà, je vais pas aller très loin dans cette campagne, pour le reste on va aller voir rapidement les frais de port, mais d'abord notez aussi que la VF sera potentiellement débloquable si la présence de 500 backers francophones est confirmée. Alors, francophone ou français, c'est un peu délicat parce que bon, en réalité, Kickstarter, j'ai l'impression qu'ils prennent plutôt, Kickstarter ou Night Games pour le coup, prennent surtout 500 backers français. Je suis pas sûr qu'ils considèrent les Belges comme étant francophones, parce qu'il y a des Belges qui ne le sont pas. Même chose pour les Suisses, même chose pour les Canadiens, donc c'est un peu galère à comptabiliser, j'imagine. Mais bon, on verra. Et puis donc, pour les frais de port, disais-je, Union Européenne 20-25, 25-30 en fonction du pledge que vous allez choisir, bien sûr. Canada 20-25, 25-30 également. Et puis pour nous, ce serait 40-60, 50-70. Et puis après, si vous prenez les pledges vraiment plus conséquents, le Horror Pledge, ça monte un petit peu à 30-35, 35-40, etc., etc. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est donc de ce nouveau jeu de Harry Potter, Wizarding Duels, 2126 contributeurs. Attention, ceci dit, dernière petite note avant de passer à la suite. Night Games, bon, ils ont eu un premier projet annulé pour Catch the Snitch qui était déjà dans l'univers de Harry Potter, mais ça, au demeurant, c'est pas grave, il est sorti par la suite. Par contre, ils avaient fait un détour sur GameFound avec Escape from Arkham Asylum, avec l'univers cette fois-ci de Batman, qui avait vraiment beaucoup de gueule, qui a l'air d'être très sympatoche en plus. Mais il y a eu beaucoup de problèmes pendant et après la campagne. Je sais pas où en est la situation à l'heure actuelle, mais bon, prenez ça avec des pincettes. Night Games a quelques casseroles. Alors, à défaut de décerner un coup de cœur cette semaine,
Peut-être qu'il y en aura un, je n'ai pas encore décidé, on verra sur le moment, sur le vif. On peut au moins décerner la palme du plus beau jeu de la semaine à Heatherstone. Heatherstone, c'est le nouveau projet de Gonzalo Aguirre Bisi, qui nous vient d'Espagne, et c'est Thunder Grief qui est derrière, donc un éditeur quand même assez renommé, dont c'est le 11e projet actuellement sur Kickstarter, après, alors, on va attendre que ça charge, voilà, après, notamment Tank Garden ou Darwin's Journey, que vous connaissez bien, parce que Darwin's Journey était récemment présent pour l'As d'Or, qui n'a pas gagné, mais également pour le Diamant d'Or, donc quand même un jeu qui a fait plutôt parler de lui dans le bon sens du terme. Un peu avant ça, on avait aussi Iwari, qui était un très très joli jeu. Alors après, en termes de gameplay, est-ce que ça valait le coup? Je suis moins sûr, j'ai pas joué, mais j'aimerais bien essayer. Spirits of the Forest, qui était aussi très très beau, avec une extension qui était venue par la suite, Moonlight. En tout cas, en général, ils font des jeux qui sont quand même très très beaux. Ah, je savais pas que c'était eux qui avaient fait Overseas à l'époque, qui lui aussi était très très beau d'ailleurs. Et que ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué d'ailleurs. Mais Overseas, ouais, c'était assez sympa, assez cool. Et donc ils nous reviennent cette fois-ci avec Heatherstone, avec un auteur que l'on connaît, un illustrateur que l'on connaît, puisque c'est la même équipe qui est derrière Darwin's Journey en réalité, même si le jeu est radicalement différent, vous allez voir, il s'agit de la même équipe avec donc Simone Luciani en collaboration cette fois-ci avec Virginio Gigli et au pinceau Paolo Voto, donc comme pour Darwin's Journey. Et on va retenir Paolo Voto parce que avant Darwin's Journey, je le connaissais pas. Et pour le coup, il fait des illus vraiment, vraiment classe. Alors pour l'instant, on est sur un projet qui se porte plutôt pas mal, même si je pensais qu'il ferait un petit peu mieux que ça. 1645 contributeurs après 5 jours de campagne, 19 jours avant la fin de cette dernière, et 102 000 € d'engrangés pour l'instant. Heatherstone, petite originalité, parce que c'est vrai qu'on voit pas ça souvent du côté de chez Simone Luciani, qui fait souvent des jeux avec du placement d'ouvriers, avec des mécanismes un peu plus classiques, on va dire. Là, Heatherstone, on est sur un jeu de cartes, donc de gestion de main essentiellement, avec des combos en masse, bien évidemment. On est sur un Evolving Card Game. Alors, je suis pas du tout expert en jeu de cartes à collectionner, à échanger, etc. Mais je connais pas le terme Evolving Card Game, un jeu de cartes évolutif. Donc c'est pas à collectionner, j'imagine que ça veut juste dire peut-être qu'il y a des extensions qui vont venir à terme, j'imagine. Mais je ne sais pas fondamentalement ce que ça désigne ici, que ce evolving, ce évolutif. Bref, quoi qu'il en soit, vous avez un petit aperçu des cartes qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Le matériel a l'air d'être vraiment, vraiment classe. C'est pour 2 à 4 joueurs. C'est pour 20 minutes par joueur autour de la table et c'est pour 14 ans et plus. Et puis vous le voyez, on aura bien sûr différentes couleurs de factions qui auront chacune leur propre orientation, leur propre gameplay un petit peu asymétrique. Et puis masse de pouvoir dans tous les sens, des combos à aller imaginer. Il y a vraiment une belle profondeur de jeu sur le papier en tout cas, hein, je n'ai pas joué encore une fois. Mais ça a l'air d'être vraiment, vraiment très sympatoche. Et puis bon, Simone Luciani, c'est quand même généralement un gage de qualité. Pas forcément un gage de hit qui plaira à tout le monde, mais un gage de qualité quand même. Il y aura du draft, il y aura de la gestion de main, il y aura différentes façons d'aller déclencher la fin de partie, d'aller chercher la victoire, il y aura différents types de mana également. Bref, ce sera un jeu avec une très forte rejouabilité de par le nombre de combos à l'imaginer, de synergies à aller potentiellement imaginer entre les différents personnages, entre les différentes couleurs, même si les couleurs sont pas fondamentalement... comment dirais-je, le centre du gameplay, comme c'est souvent le cas de ce genre de jeu de cartes. Donc cascade de combos, ça c'est toujours très très agréable à regarder également, hein, de pouvoir imaginer des combos plus puissants les uns que les autres, différents, des précédentes parties, on va tester des stratégies différentes, des personnages différents, des couleurs différentes, des synergies entre différentes couleurs différentes. Tout ça avec aussi des points de victoire, parce que c'est pas souvent le cas forcément des jeux de cartes, de gestion de main. Là on est sur un système qui va se baser sur des points de victoire en fin de partie. Le jeu de base en plus de ça est pas très très cher, vous le voyez, et en plus de ça disponible en français. Heatherstone, c'est 30 € la boîte de base qui, j'imagine, va venir s'enrichir d'extensions par la suite. Mais pas très cher pour le coup pour l'instant, avec en plus de ça, vous le voyez, un matos qui est quand même plutôt classe, avec des DA petites paillettes, hein, c'est plutôt sympatoche, et surtout quand même cette DA, ces cartes vraiment très très belles. On va voir un petit aperçu des factions, avec ici The Exalted, ou la faction, disons, noire, on va dire, qui auront un gameplay radicalement différent de The Whisperers, les chuchoteurs, qui eux sont de couleur verte, ou encore les Limbics qui seront de couleur rouge, ou encore les Luminary qui seront de couleur un peu bleu clair comme ça, et bien sûr chacun auront des spécificités au rap, hein, des spécificités un petit peu différentes, et des façons de compoter les uns avec les autres. J'ai dit compoter, oui, j'ai dit compoter parce que je sais pas, j'ai faim,
j'imagine. J'ai envie d'un petit dessert, que voulez-vous. De comboter les uns avec les autres. On a encore The Void en violet foncé, comme ça on imagine que c'est un truc un peu plus sombre, un petit peu plus Take That, hein, prends ça dans ta tronche, j'imagine. Mais à voir, hein, ça peut être aussi peut-être de la manipulation de deck, etc. Allez savoir. Les Leaders également, qui auront un rôle un petit peu différent des autres cartes, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des leaders, hein, c'est pas pour rien. Ensuite, les petits compteurs de points, etc. Les threats, qui là pour le coup ne seront pas des cartes qui seront dans votre main, j'imagine. Ah si, ils seront influencés par les personnages de Void, justement, les personnages violets. Et qui vous permettront éventuellement, si vous réussissez à les vaincre, de gagner des points de victoire ou d'enclencher des récompenses instantanées par exemple. Ensuite, on a une édition deluxifiée à 55 €. On nous dit que la valeur de base est de 100 €. Ça me semble un petit peu exagéré, mais après tout, pourquoi pas. Avec des, comment dirais-je, des ressources en bois, screen print qui plus est, avec une cover un petit peu différente, hein, une sorte de protection pour la boîte, on s'en fout un petit peu. Des pièces de métal également. Ensuite, là les points de victoire en bois. Et puis ensuite on a même un Console Bundle à 90 € pour aller ajouter une extension, si mes souvenirs sont bons. Oui c'est ça, Vote on the Next Expansion Mechanism. Alors c'est pas une extension elle-même, mais des votes, une capacité de voter pour les prochaines extensions à venir. Ou en tout cas pour la prochaine extension à venir et les mécanismes qui y seront intégrés. Mais vous aurez aussi The Story of Nobura, donc une sorte de livre avec du lore sur l'univers de Heatherstone, ainsi que peut-être quatre promo cards également, exclusives j'imagine à ce pledge. Également des néoprènes, enfin des tapis de néoprène, pour deluxifier un petit peu votre pledge. Voilà, pour le reste ma foi on va passer, on va aller voir directement ce qu'il en est des, pas des Strangers, des frais de port, alors que je passe très rapidement sur chacune des factions. Vous voyez qu'il y a un lore assez développé pour chacune d'elles, il y a un petit côté world building qui a l'air assez sympa, même si je ne suis pas rentré dans les détails de chacune des factions, ça va être assez cool. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé dans sa partie, le lore on s'en fout un petit peu, mais quand même c'est sympatoche d'avoir un petit peu de background, un petit peu d'arrière-plan thématique. Il n'y a pas de vidéo en français pour le coup, j'ai l'impression. Non, ça c'est quand même un petit peu dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, le shipping pour la Belgique, mais également pour la France, le Luxembourg, ce sera donc la zone A, autrement dit 14 jusqu'à 16, voire même 20 €, ouais c'est 20 € pour le pledge que vous choisirez. Ça dépend du pledge que vous allez choisir, et donc du poids qui va avec. Pour Monaco, aussi des francophones, ou le Canada, c'est la zone C, donc 26, 28, 32. Où sont nos amis suisses? Ils sont ici, avec nous, ouais, avec nous au Japon. Suisse, Japon, zone D, 36, 38, 42. Ça picote un petit peu par contre au niveau des frais de port pour nous et pour nos amis suisses également. Alors on salue rapidement les hauts plateaux. Donc Heatherstone, 1644 contributeurs pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne. Très très joli projet. Je pense que en termes de gameplay ça doit certainement être assez sympatoche parce que bon, quand même Luciani Gigli derrière. Mais c'est vrai que visuellement, en tout cas, il envoie du bois. J'imagine qu'à terme, on devrait pouvoir le retrouver en boutique, en VF, sans trop de problèmes non plus. Donc, vous n'avez pas forcément un grand intérêt à backer la campagne, si ce n'est éventuellement pour la Deluxe, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Mais si vous voulez, par contre, seulement la boîte de base, je pense que vous pouvez vous contenter d'attendre la sortie en boutique. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de coup de cœur, que j'avais pas décidé, que je déciderai sur le vif. Et je suis faible, vous le savez, hein, j'ai un petit faible pour le football. De par le décalage horaire, j'en regarde quasiment plus, même si je suis encore l'actualité assez assidûment du football. Mais je suis ça de très très loin, mais j'ai quand même cette petite corde sensible pour le foot. D'où à l'époque mon bac pour Undici, qu'on avait pas mal apprécié avec Xavier, même si pour le coup Xavier, je pense, j'ai pas demandé, mais je pense que son avis sur Undici a légèrement diminué en termes de qualité. Je pense qu'il aime un peu moins le jeu que ce qu'il pensait au premier abord. Il avait fait deux premières parties qui étaient vraiment convaincantes à ses yeux, je pense, et puis je pense que par la suite, il s'est dit, ah finalement, c'est peut-être pas tout à fait pour moi, même si je pense qu'il serait pas contre une nouvelle partie, bien sûr. Et donc, c'est parce que j'aimais bien le foot que j'avais backé Undici à l'époque. Et là, pour le coup, Super Club Rivals, il me fait de l'œil. C'est vrai qu'en plus, il a l'air sympa en termes de gameplay. Donc, je sais pas. Là, pour l'instant, vous voyez, je me bats un petit peu avec moi-même pour je soutiens ce projet, je soutiens pas. Pour l'instant, vous voyez que je n'ai pas backé.
donc je résiste, je prouve que j'existe. Est-ce que vous avez la référence? 1019 contributeurs pour l'instant, près de 50 000 euros d'engrangés, donc ils n'ont pas besoin de moi, hein, ça marche bien pour eux. 26 jours avant la fin de la campagne, et peut-être que le titre vous dit vaguement quelque chose, parce que Super Club, c'est pas leur premier projet, c'est leur troisième, et avant ça, ils avaient déjà pondu Super Club, donc pas Super Club Rivals, qui est vraiment un nouveau jeu, avec un univers très très similaire, une thématique qui est la même, mais vous allez voir que c'est pour 2 joueurs et non pas pour jusqu'à, je sais plus c'était 4 ou 5, voilà, 5, comme le jeu de base était le cas, 5 joueurs. C'est plus, comment dire, c'est plus restreint, c'est plus contenu, mais fondamentalement c'est un jeu qui partage la même thématique, l'essentiel des mêmes mécanismes également, simplement une version pour 2 joueurs, plus facilement transportable également, mais bon, Super Club. Et ensuite, sa version en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en français et en portugais, avait fait 2 belles campagnes à l'époque. La première avec 807 contributeurs, la deuxième avec 880 pour des langues alternatives. Et vous voyez que avec Super Club Rivals, on est déjà au-dessus de ces 2 précédentes campagnes, avec près de 1020 contributeurs pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne. Et donc, je le disais tout à l'heure, Super Club Rivals, c'est donc un dérivé de Super Club. On reste fondamentalement sur un jeu assez similaire en termes de mécanisme, mais pour 2. Et donc, bien sûr, on va s'affronter à de multiples reprises avec nos clubs. On va aussi venir engager de nouveaux joueurs, de nouveaux membres du staff pour nous permettre d'avoir un effectif plus compétent. On va venir développer notre équipe pour pouvoir espérer l'emporter. On va même pouvoir développer un petit peu son stade aussi, pour là encore, simplement bénéficier de certains bonus qui nous rendront plus puissants, entre guillemets. Et on va donc s'affronter, je crois, 8 ou 9 fois face à notre adversaire, ouais, c'est 9 fois, pour espérer l'emporter à terme. Et bien sûr, il y aura des phases de mercato, donc on va aussi avoir des phases d'enchères, on va dire, pour essayer de choper les meilleurs joueurs, mais bien sûr, il va falloir pour ça dépenser de l'argent, argent qu'on ne pourra pas dépenser pour améliorer notre stade ou pour engager du staff, etc. Donc il y aura plusieurs choses à aller prendre en compte. On va aussi bien sûr mettre notre composition d'équipe sur le terrain pour espérer avoir de meilleures synergies, de meilleures, plus de points comment dirais-je, je sais même pas comment on pourrait dire ça, mais de points de lien entre notre effectif pour espérer marquer plus de buts que notre adversaire, quoi, en gros. Voilà. Et en plus de ça, c'est quand même assez accessible, 25 € pour le Casual Manager Pack, donc c'est juste le jeu de base que vous voyez ici. Ensuite, on a le Semi-Pro Manager Pack à 35 €, donc pour 10 € de plus, vous allez ajouter une extension, les Pink versus Green, donc 2 équipes supplémentaires, donc encore plus de joueurs accessibles. Ensuite, le Professional Manager Pack à 49 € qui vient ajouter 3 extensions, donc Pink vs Green, Black vs White et Orange vs Brown, donc 3 extensions, ça reste relativement accessible à 50 € bien sûr. Ensuite, 4 Player Tournament Pack, parce que oui, c'est un jeu à 2 joueurs, mais si vous prenez 2 boîtes, vous pouvez jouer à 4 joueurs, parce que fondamentalement c'est des jeux 1 contre 1, mais donc vous pouvez faire ça en faisant des mismatchs entre les différents joueurs autour de la table. Simplement, il y aura de l'interaction entre 2 joueurs et 2 autres joueurs, mais pas entre tous les joueurs réunis. Mais c'est pour faire des tournois, donc c'est fondamentalement sympa. On peut même aller jusqu'à 8 joueurs, pourquoi pas. 8 Player Tournament Pack, 89 €. Et puis c'est tout, hein. Après j'imagine que rien ne vous empêche d'aller faire des compétitions à 12 joueurs, à 16 joueurs, à 20 joueurs peut-être, mais c'est un peu du n'importe quoi après, je ne sais pas. Et donc ensuite on va avoir pas mal de stretch goals qui vont ajouter de nouveaux joueurs, comme ici Harold, comme Friedman, Del Rosario, Zolasol, Salo. Je sais pas s'il y a des joueurs français, pour l'instant j'en ai pas aperçu. On a un Finlandais, un Puntanen, avec bien sûr leur coût lors du mercato, les différents emplacements sur le terrain où vous allez pouvoir choisir de les positionner, etc. etc. Ensuite, allons voir ici les langues, parce que oui, il y aura bel et bien une VF digitale. Vous le voyez d'ailleurs, hein, sur les cartes de joueurs, mais sur le reste du matériel également, il n'y a pas de langue à proprement parler, donc c'est un jeu qui est language independent, où il y a indépendant de la langue que vous parlez. Par contre, les règles, elles, seront disponibles uniquement en format digital. C'est un peu dommage, mais c'est déjà ça. Alors, comment ça marche? Vous allez choisir une équipe, chacune des équipes va avoir ses propres spécificités, orientations de gameplay, on va dire. Ensuite, on va avoir une phase de draft dans laquelle on va sélectionner certains de nos joueurs, en plus de ceux qui sont de base dans notre équipe. Je crois qu'on a un core, un cœur d'équipe. C'est très mal traduit, mais bref, vous aurez compris, une armature, un squelette d'équipe
composé de 7 joueurs je crois, et ensuite on va drafter les 4 derniers si mes souvenirs sont bons. Ensuite on va se préparer pour le match. Alors il y aura bien sûr une phase où on va gagner de l'argent, où on va investir de l'argent pour recruter du staff par exemple, ou pour recruter, enfin pas pour recruter, mais pour faire de l'entraînement, pour améliorer nos joueurs potentiellement. Ensuite il va y avoir des phases d'enchères pour aller justement faire du mercato. On va s'entraîner, on va aller scouter, autrement dit on va partir à la recherche de nouveaux joueurs à travers le monde pour enrichir notre effectif. Donc il y a pas mal de petites phases de jeu, et ensuite bien sûr on va jouer des matchs. Every match has 3 battles, 1 goal per battle 1. Autrement dit, il va y avoir 3 buts dans chaque match, parce que oui, ça c'est décidé à l'avance, il n'y aura pas de 0-0 par exemple. Bon, c'est un parti pris comme un autre, et donc c'est 3 mini-confrontations, un but par confrontation, et donc il y aura 2-1, ou 3-0 fondamentalement. C'est comme ça que ça va se passer en gros. Ensuite, pour le reste, bon, on va passer assez rapidement, j'entre pas trop dans les détails, alors que là je me demande aussi si c'est pas de l'IA, clairement pour les stats, ça c'est un peu dommage, mais ça y ressemble beaucoup en tout cas. Je sais pas, je vois pas de trucs concernant l'IA ici, non, donc bon, je sais pas, mais ça y ressemble en tout cas. Donc les différentes équipes avec leurs spécialités, XP, Talent Development, Chemistry, Versatility, donc il y aura une légère asymétrie, on va dire, entre les différents effectifs que vous pourrez manipuler. Là, l'équipe noire, vraiment, on sent que c'est limite du Epic Fantasy, on est placé dans un univers un peu à la Dungeons and Dragons, mais avec du football, après tout, pourquoi pas. On continue, voir un petit peu la présence sur table, c'est un jeu quand même assez, comment dire, assez contenu encore une fois en termes d'espace sur la table, ça prend pas trop de place, et en plus de ça quand même il a l'air d'être vraiment sympatoche sur le papier. J'ai lu une review un peu plus complète qui était sur BGG d'un mec qui avait accès au proto, qui avait été vraiment conquis, mais en même temps bon, il était déjà fan du jeu d'origine. Et sachant que d'ailleurs Super Club, leur précédent jeu, ils avaient réussi à choper des licences pour pas mal de clubs comme Bayern Munich, Chelsea, Porto, Barcelone, Milan AC, etc. avec des joueurs donc de ces équipes-là en question. Donc si ils font la même chose pour Super Club Rivals, il y a moyen que ce soit encore plus aguichant. Donc je sais pas, on verra. Pour l'instant c'est vrai qu'il m'attire pas mal. Est-ce que j'aurai des partenaires pour y jouer? Je sais pas. Peut-être que si à terme je saurais séduire mon fils et lui faire comprendre l'intérêt du football, je ne sais pas. C'est pas forcément une priorité, loin de là, mais bon, peut-être que je pourrais trouver en lui aussi un joueur. On verra bien. Un petit peu un aperçu des différents composants que vous pouvez apercevoir ici. Donc les dés, les tokens, les chips sont vraiment très cool. L'argent est assez bien représenté. Mais en tout cas, le matériel d'être plutôt qualitatif. Ensuite en add-on on peut prendre les équipes supplémentaires, donc les petites extensions d'équipes en plus si vous le désirez, pour 13 € le pack, hein. Je conseille si vous voulez quand même plus d'équipes à prendre entre guillemets le all-in avec les 3 packs supplémentaires, c'est quand même un petit peu plus économique que ça. Le shipping ensuite, pour la France 10 €, il en va de même pour la Belgique d'ailleurs. Rest of Europe, donc à mon avis la Suisse c'est 15 €, Canada 20, et par contre c'est là où le bas blesse, pour l'Asie 40 € de frais de port pour un jeu qui, si je le prenais, ce serait pour l'édition avec les 3 extensions, ouais, c'est là, 49 € plus 40 de frais de port, clairement non. Donc si je le prends, à mon avis, il y a livraison chez les parents. C'est un petit peu chiant parce que je sais pas quand est-ce que je vais aller chez mes parents la prochaine fois. Mais théoriquement, livraison novembre 2024. Si j'y vais en décembre ou janvier, quelque chose comme ça, peut-être qu'il y a moyen de moyenner quelque chose. Je sais pas. Pour l'instant, je ne me suis pas encore décidé. Est-ce que je back, est-ce que je back pas? Mais c'est vrai que Super Club Rivals m'attire pas mal. Bah, vous voyez, finalement, j'ai pas décerné de coup de cœur. Je me suis retenu. Est-ce que je saurais me retenir également d'aller soutenir ce projet? Je ne sais pas. Je vous le dirai dans quelques temps. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il m'attire pas mal. Donc voilà pour Super Club Rivals. 1019 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Et j'en profite pour dire que finalement, avec le recul, même si j'avais regretté dans un premier temps, je suis assez content de ne pas avoir backé Eleven, qui je crois est paru en VH chez Yellow. Même s'il a l'air d'être très sympa, fondamentalement, j'ai vu quand même pas mal de gens qui étaient assez déçus de la lourdeur du truc, notamment, de l'imprécision de certaines règles également. Donc même si j'aimerais bien le tester un jour, finalement je me dis, bon, je suis pas plus mal sans. Par contre, Super Club Rivals, là, il est tout nouveau, il pétille, il brille, et forcément ça m'attire. Je suis faible. On enchaîne avec Meeple Inc. Et cette fois-ci encore, je vais pouvoir me permettre de faire assez court parce que Nyx en a fait une excellente vidéo comme à l'accoutumée. J'aurais dû dire Nyx en a fait une vidéo, qu'elle soit excellente ou pas,
c'est un peu sous-entendu, hein, c'est un peu une évidence, mais Meeple Inc. Est actuellement en campagne sur GameFound. C'est le nouveau projet de Cogito Ergo Meeple. Je pense donc je suis un Meeple. Pour lesquels, enfin, que vous connaissez peut-être pour Floating World, dans Philosophia Floating World, qui était très joli, pour Solar 175, qui lui avait vraiment très très sympatoche, ou encore pour Ludite, qu'on avait traité il n'y a pas si longtemps que ça non plus, sur le menu crowdfunding à l'époque. Et donc ils nous reviennent avec Meeple Inc., un projet assez ambitieux, avec un matos potentiellement fou. Vous allez voir qu'il y a une version de Luxifié vraiment assez impressionnante. Pour l'instant, on est à 100 000 livres d'engrangés pour le projet anglais, 842 backers, 17 jours avant la fin de la campagne. Et oui, vous apercevez bien des standees en acrylique. Donc vous voyez que déjà il y a un petit peu de luxification à ce niveau-là. Vous voyez une fausse calaxe en bois avec des faux jeux à l'intérieur également. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, Cogito Ergo Meeple nous lance donc Meeple Inc. C'est pour 1 à 6 joueurs pour des parties relativement courtes de 60 minutes. Pour 16 ans et plus, bon, ça c'est de la connerie, en réalité c'est bien plus accessible que ça. Et donc, on est sur un jeu qui va mélanger différents mécanismes, comme souvent c'est le cas des jeux euro ces derniers temps, avec du placement d'ouvriers, avec du set collection également, avec également, donc vous le voyez, hein, une facette solo disponible aussi, avec aussi, quand même, il faut bien le dire, une présence sur table assez folle, des composants assez excellent en termes de qualité, même si la DA ne séduira pas forcément tout le monde. Il y a une petite DA un petit peu, disons, inspirée comics des années 50-60, qui n'est pas pour me déplaire, mais est-ce que ça m'attire pour autant? C'est un bien grand mot, d'autant plus que, pour le coup, le plateau central, vous avez différents emplacements de workers, donc d'ouvriers, il est quand même très très fourni, pas réellement en termes d'action, mais simplement, toutes les illustrations derrière gênent un petit peu la lisibilité, je trouve. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage. Mais fondamentalement, c'est quand même un jeu qui a une très belle présence sur table. Avec en plus ces fausses calaxes que vous voyez ici. Les jeux qui sont inspirés de vrais jeux, mais avec des titres différents, des illustrations différentes, bien évidemment. Mais on les reconnaît généralement. Hein. Ici, The Flu, c'est donc Pandemic, par exemple. I Like Train, ça pourrait être un paquet de jeux différents, remarquez. Ça, sur les Terraforming Mars, par exemple. Wild West. Ça doit être Great Western Trail, peut-être, je ne sais pas, mais ça y ressemble. Bref, Death Medai, enfin Cthulhu Death Medai, etc. Bref, plein de petites références pour les amateurs de jeux de société. Avec Nyx que l'on voit ici, avec une citation en anglais. Donc, GameFound Exclusive. Pourquoi backer durant cette campagne GameFound, me direz-vous? Parce qu'il y a pas mal d'exclusivités, notamment ici, les Miniature Board Game Shelf, donc cette fausse calaxe avec les jeux qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'elle est nécessaire pour le gameplay? Je suis moins convaincu, mais en tout cas, c'est une des parties de l'exclusivité GameFound que vous retrouverez dans l'édition Deluxifiée, dont voici la boîte ici, encore une fois, très très méta. Ensuite, vous avez ici les chevalets, sur lesquels vous aurez, par exemple, les différents éditeurs que vous pourrez incarner, parce que vous incarnez des éditeurs dans les années 70, mais dans un univers parallèle, un petit peu uchronique, on va dire. Donc par exemple aussi G-Man au lieu de C-Man par exemple. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Asmodeus, voilà, bref, c'est assez évident. Ensuite on aura des trophées en métal, un petit peu doré, classe. Les standees en acrylique pour les différents staff, les différents membres du staff que vous pourrez recruter pour aller améliorer votre maison d'édition. Et puis donc le plateau central que vous voyez ici avec les différentes cartes, les différents tokens qui vont avec. Et puis aussi c'est vrai qu'il y a aussi des petites pêches en métal également, qui seront des trophées également, je crois. Continuons. Alors, sachez que, oui, comme c'était le cas déjà pour les précédents projets de l'éditeur, on aura aussi une VF disponible. Ça aussi, c'est quand même assez important à signaler. Alors, vous avez ainsi un très très petit aperçu de la différence entre le base game que vous voyez ici et puis le deluxe, voire même le all-in en termes d'éléments de gameplay, en termes d'éléments de composants, on va dire. Ça rajoute pas mal de composants et surtout ça ajoute pas mal de deluxification également. Ensuite, continuons avec les niveaux de pledge. Vous voyez ici, on vous met en avant le all-in, mais on va quand même commencer par le jeu de base. Le jeu de base, c'est pas si cher que ça. 45 livres, attention, ce ne sont pas des euros. 45 livres, ça doit faire du 55-60 euros. Ça reste relativement accessible. Ensuite, on a Meeple Inc. Deluxe pour 69 livres qui vient ajouter donc pas mal d'éléments de deluxification avec la Deluxe Box que vous voyez ici. Ça vient ajouter, voilà, ici le contenu qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, à savoir les acryliques, les trophées en métal, les petits, comment dirais-je, les ressources en bois plutôt que sur carton.
avec leur propre forme attribuée, la fausse calaxe, etc. Donc pas mal d'éléments de deluxification. Donc tout ça pour 69 livres. Et sinon, vous avez donc le all-in à 120 livres, enfin 118 pour être tout à fait exact, qui vient ajouter le Golden Pair Expansion, donc l'extension avec les petites poires en métal, les sleeves, donc les protège-cartes, les pièces de métal qui vont bien, hein, que vous apercevez ici, ainsi que le dernier truc, c'était quoi? Le Deluxe Wooden Gaming Tables, 6 Triple Layer Wooden Hexagonal Gaming Tables, donc des tables de jeu triple épaisseur. Ok, quel est leur intérêt en termes de jeu? Ah si, c'est... D'accord, ok, j'ai compris. C'est pour reposer les différents membres du staff que vous allez recruter, j'imagine. Ouais, pourquoi pas, après tout. Oui, ça peut être sympatoche. Ça ajoute un petit peu d'immersion thématique, mais bon, c'est pas non plus... c'est un petit peu extravagant, c'est pas tellement nécessaire, mais pourquoi pas. Alors ensuite, continuons. Pour le gameplay, j'ai déjà dit, hein, il y a de cette collection, il y a du placement d'ouvriers, on va pas aller tellement plus loin parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait la très bonne vidéo de Nyx que vous pourrez aller voir. Mais si on se tient uniquement à ce que vous voyez ici avec les différents gifs, on aura donc ici la possibilité d'aller recruter différents employés pour améliorer un petit peu notre efficacité, l'efficacité de notre maison de production, d'édition. On va pouvoir créer différents jeux. De complexité différente, de taille variée, etc. On pourra remporter différents prix également au cours du jeu en fonction des jeux qu'on aura sortis, de l'accueil du public, etc. Et puis fondamentalement, c'est à peu près tout. Hein. Donc cette collection, recrutement de nouveaux membres de staff, placement d'ouvriers. C'est relativement classique sur le papier, mais il y a un mécanisme de déclenchement de fin de partie qui a l'air d'être assez original. Si vous regardez la vidéo de Nyx, il vous en dira plus à ce propos, mais un mécanisme de sablier qui va remonter la piste de score progressivement pour déclencher la fin de partie. Donc c'est pas un nombre de tours défini, c'est pas un certain nombre de points à atteindre pour mettre fin à la partie, non, c'est un sablier qui va remonter la piste de score pour mettre fin à la partie. Donc assez intéressant. Donc alors, je vous encourage vraiment à aller checker à nouveau la vidéo de Nyx à ce propos. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. On va quand même passer rapidement sur les frais de port, avec la petite extension ici, les Golden Pair Expansion en métal, qui rajoute pas mal de cartes également d'ailleurs au passage, et pas mal de nouveaux jeux également. Vikings, Zombicide j'imagine, ça doit être... ça ressemble à Feu d'Homme, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Bref, il y a même tapis de néoprène, qui va certainement ajouter à des espaces supplémentaires, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Bref, on continue. Je disais tout à l'heure, donc, frais de port. Donc, on va finalement y aller. C'est prévu pour mars 2025, la livraison, théoriquement, donc dans un an. Plus ou moins de mois de retard ou d'avance, je ne sais pas. Plus souvent de retard, d'ailleurs. Pour l'Union Européenne, 8, 12, 15. C'est pas si cher que ça. Euros qui plus est, hein, c'est même pas des livres. Donc, en termes de frais de port, c'est plutôt accessible. Pour le Canada, 11, 14, 22. Bon, à part pour le all-in, ça reste encore à peu près... Enfin, même pour le all-in, en réalité, si on compare avec beaucoup de jeux, c'est pas si cher que ça. East Asia, donc pour nous, en Asie de l'Est, 22, 27, 32. Bon, ça reste à peu près correct. Et puis pour nos amis suisses, 19, 25, 30. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Si vous aimez le placement d'ouvriers, le set collection, et que en plus de ça, vous aimez les thématiques très méta, et ben Meeple Inc. pourrait être pour vous. En tout cas, pour l'instant, 842 backers se sont rués sur le projet du côté de chez GameFound, et 17 jours avant la fin de la campagne, on est déjà pas loin des 100 000 livres d'engrangés, ce qui veut dire qu'on est déjà au-deçà de 100 000 euros d'engrangés. Donc c'est plutôt un bon résultat pour Cogito Ergo Meeple. Et du coup, c'était également le dernier projet des plats principaux de la semaine. On va donc pouvoir passer cette semaine au tout dernier projet. En fait, c'est le seul et unique dessert de la semaine. Bon, j'avais dit moins d'une heure pour ce menu. Très clairement, je pense que là, au moment où je vous parle, je suis environ à 1 heure déjà. Donc, bon, j'ai dépassé. Voilà, c'est acté. Mais bon, vous le saviez à l'avance, je dépasse toujours un petit peu. Et donc, le seul et unique dessert de cette semaine, c'est Galactic Cruise, premier projet de Kinson Key Games. Et pourtant, vous voyez, le résultat est vraiment hyper convaincant. Le succès est au rendez-vous avec déjà 4637 contributeurs. Pour un premier projet, c'est un énorme résultat, un énorme succès pour Kinson Games. Ils ont fait un boulot. Bon, c'est très inspiré par Lacerda en termes de mécanisme et également en termes d'aspect visuel, même la boîte, les dimensions de la boîte, etc. Donc peut-être que ça joue un petit peu, hein, ça a attiré
volontairement les amateurs de Lacerda vers le projet. Ils ont fait une campagne de marketing assez agressif. On a vu plein de pubs sur Facebook notamment, peut-être sur Twitter, mais je n'y suis pas inscrit, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Facebook, il y a masse de pubs pour Galactic Cruise. Donc ils ont vraiment su lancer une belle hype. Ils ont su investir dans du marketing et ça a bien marché pour eux. Donc oui, début de campagne vraiment en trombe pour Galactic Cruise, qui vous place dans la peau de, comment dirais-je, de société qui cherche à développer le tourisme dans l'espace. Bon, on n'est pas si loin de ça de la réalité, hein, puisqu'on voit que ça commence un petit peu à se faire. Et donc vous allez construire des navettes et envoyer les dites navettes et les touristes qui sont à l'intérieur dans l'espace pour des vacances hyper luxueuses. On est ici sur un jeu assez lourd, peut-être pas aussi lourd qu'un vrai Lacerda, même s'il y a des vraies similitudes, mais un jeu quand même assez lourd, qui est pour 1 à 4 joueurs, donc il y aura un mode solo, pour 14 ans et plus, et pour des parties de 90 à 150 minutes, donc ça reste quand même assez conséquent, hein, 1h30 à 2h30, donc vous imaginez bien qu'on est quand même sur un jeu assez heavy, comme on dit, hein, assez complexe. Avec un pledge de base, hein, mémorisez bien le starting at, le commence à 89 $, parce que vous allez voir que ça peut monter assez haut, voire même très haut. En même temps, c'est thématique, il y a des pledges qui montent dans les étoiles assez rapidement, on va voir ça plus tard. Quoi qu'il en soit, continuons. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, un 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 à 150 minutes. Un petit aperçu, rapidement, de ce que l'on peut voir ici, avec les plateaux individuels, un morceau du plateau central que l'on voyait aussi ici, avec différents emplacements pour vos ouvriers, sachant que ces emplacements vont être très variables d'une partie à l'autre, ce ne seront pas les mêmes, pas forcément dans les mêmes positions non plus, parce qu'il y a pas mal de tuiles, en fait ce sont des tuiles qui sont posées sur le plateau, et qui ne sont pas forcément aux mêmes emplacements d'une partie à l'autre, donc grosse rejouabilité de ce point de vue là, grosse variabilité, grosse modularité. Ensuite, Quick Gameplay Overview, ça aussi c'est à noter, c'est pour un primo-éditeur une campagne qui est très bien, comment dirais-je, présentée, tout simplement. Hein, un bel aperçu des différents mécanismes, un agencement global de la page vraiment bien pensé. Alors donc, en premier lieu, Acquire New Blueprints, donc on va obtenir des plans, des projets pour nos navettes, en positionnant nos ouvriers sur les emplacements de notre choix, pour aller donc développer nos navettes et essayer d'avoir les meilleures navettes possibles. Ensuite, Interact with Markets of Resources and Special Agendas. Donc on va aller interagir sur différents marchés de ressources pour obtenir les dites ressources et puis également réussir à compléter les différents objectifs que nous nous sommes attribués au cours de la partie. Ensuite, Build Developments between Departments to increase your action selection. Donc on va voir également du développement de sa propre faction, de sa propre entreprise, on va dire, pour nous permettre d'avoir plus de choix, enfin d'optimiser un petit peu nos choix à l'avenir. Schedule and advertise a cruise to attract the right guests. Donc on va ensuite, comment dire, planifier et surtout faire du marketing, de la promotion de nos cruises, de nos croisières galactiques, en attirant des touristes plus fortunés les uns que les autres, bien évidemment. Launch a shuttle and reap the rewards, donc on va lancer notre navette pour en retirer les fruits, les usufruits, pour en retirer de la caillasse en gros, hein, pour réinvestir derrière. Track your cruise journey while gaining bonuses and unlocking upgrades. Donc on va suivre le trajet de notre croisière qui s'amuse, et puis on va aussi débloquer des upgrades pour aller simplement simplifier le processus des prochaines navettes, de construction de navettes. On va donc progressivement, encore une fois, renforcer notre faction, notre entreprise, on va dire. Accomplish the company's goals to outperform your opponents. J'imagine qu'on va avoir des objectifs qui seront secrets ou pas, mais qui seront personnels, et si on réussit à les remplir, on va pouvoir gagner plus de points que nos adversaires, pouvoir aussi prendre le devant à bien des niveaux. Vous aurez pas mal de vidéos de gameplay sur la page de la campagne, et vous aurez une vidéo francophone. Je crois que c'est les recettes ludiques qui ont eu le droit à un proto. On va voir ça plus bas. En attendant, vous avez aussi accès au proto, on va dire, virtuel, avec Tabletop Simulator, mais également avec Tabletopia, donc au choix, pour tester le jeu. Mais a priori, si vous êtes amateur de jeux euro assez complexes, type Lacerda, ça devrait vous intéresser. Même si, en termes de thématique, je sais que par exemple Xavier, qui est un énorme fan de Lacerda, est pas tellement intéressé par Galactic Cruise, alors que pourtant il aime bien les jeux qui se passent dans l'espace. Moi, j'ai pas tout à fait compris. En tout cas, visuellement, ça l'attire pas tellement, alors que c'est du Yano Tool,
Yanotool, c'est quand même typiquement le mec derrière les jeux Lacerda visuellement. Donc ouais, c'est assez paradoxal, je ne sais pas pourquoi ça lui plaît pas, fondamentalement. Étrange. Quoi qu'il en soit, on arrive au pledge levels. Je vous ai dit tout à l'heure, mémorisez bien le pledge de base, 89 $, c'est cher, mais bon, pour un jeu de ce type-là, on se dit, ça passe, c'est relativement classique. Mais, attendez. On a ensuite un pledge à 104 $ pour le Middle Management Advancements, qui vient vous ajouter une extension Advancements que vous voyez ici, pour aller approfondir un petit peu l'expérience, le gameplay. Après une ou deux parties, vous aurez peut-être envie d'ajouter cette extension pour aller ajouter un petit peu de complexité, de rejouabilité encore. Ensuite, toujours à 104, vous pouvez choisir une autre extension, la Accommodations Expansion, avec encore une fois de nouveaux mécanismes, etc. Donc, une extension, deux extensions. Vous pouvez bien sûr prendre les deux extensions avec le jeu de base d'un coup à 119 $ pour avoir donc Upper Management, le jeu de base, plus les deux extensions. Ok, jusque-là, on suit. Future CEO, 129 $ pour avoir la même chose, plus des éléments de deluxification avec des ressources, par exemple en acrylique, je crois que c'est de l'acrylique, me semble-t-il, ou en bois, je ne sais pas. Acrylic, c'est ça, Acrylic Money and Ad Tokens, donc des ressources en acrylique plutôt qu'en carton. Ok, petits éléments de deluxification, pourquoi pas. Ouh, on fait un petit bond, 499 $ pour le Revered Investor. Bon, d'abord, rassurez-vous, ou pas, le pledge à 499 $ n'est plus accessible. C'est en fait l'équivalent du... Comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le nom, mais le pledge que propose à chaque fois Chip Theory Games, qui vous permet de mettre la main sur tous les jeux qui vont sortir à l'avenir de chez l'éditeur. Sauf que pour Chip Theory Games, qui est un éditeur bien installé maintenant, qui a vraiment beaucoup de succès, ça se vaut, on sait qu'il n'y a pas tellement de risques et qu'on sera plutôt récompensé si on réussit à choper un des 10 pledges qu'il nous propose à chaque campagne. Là, pour le coup, Revered Investors, c'est la même chose. Vous aurez ici Future Games and Expansions, autrement dit, vous aurez accès aux prochains jeux de Kinson Games, ainsi que les extensions qui vont avec à chaque fois qu'ils sortiront un nouveau projet. Très cool sur le papier, sauf que bon, alors pour l'instant, la campagne est très bien lancée, très bien partie. Ils ont très bien préparé leur projet, le marketing était vraiment très très fort dessus ici, donc il y a tout pour que ça se passe bien. Mais on reste d'accord que Kinson Key Games, c'est leur premier projet, un primo-éditeur. On sait jamais si vraiment tout va bien se passer, il y a quand même un risque que ça se casse la gueule derrière. Et du coup, mettre un pledge à 500 $ pour avoir accès à tous leurs futurs jeux et extensions, alors qu'on ne sait pas s'il y aura fondamentalement d'autres jeux et des extensions derrière, c'est un peu risqué. Mais en même temps, si jamais tout se passe bien et que ça suit un peu la trajectoire qu'a pu connaître Chip Theory Games, parce qu'ils ont des pledges similaires, ben c'est le meilleur moment pour pledger ça aussi. Parce que quand ils en auront sorti 5-6, on rentrera assez largement dans nos frais. Donc, mais de toute façon, encore une fois, je me répète, le pledge à 499, il est finito, si je me souviens bien. Alors, oui, vous avez vu qu'il y en a d'autres. Voilà, c'était ici. Stock épuisé. Je crois qu'il y en avait 30. Oui, ça 30. Donc, c'est râpé. Et vous avez qu'il y a plus cher? Oui, vous avez vu. Vous avez vu, 999 $. Esteemed Shareholder. On va voir donc la même chose que précédemment, plus un proto. Ça veut dire que le proto coûte 500 boules. Ça coûte cher. Alors bon, un proto, ça coûte cher, parce que les quantités sont très réduites en général. On en imprime 10, 20, 30, 50. Donc ça coûte cher un proto, certes, mais 500 boules en plus. Bon, là vous faites très clairement acte de mécénat, hein, très clairement. Mais bon, pourquoi pas, 999. Et attendez, c'est pas fini. On arrive au pledge Board of Directors. Un pledge à 1500 $. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Un pledge à 1500 doubles. Bon, ça se passe bien pour eux, hein, tout va bien à ce niveau-là, hein, mais quand même, on est à un pledge qui coûte le PIB du Tadjikistan, du Nigeria et du Venezuela réunis. 1500 boules pour donc le Board of Directors. Qu'est-ce que ça vient ajouter en plus du proto, qui était déjà quand même très très cher en lui-même? Eh bien, vous allez devenir un board member, un membre du board. Qu'est-ce que c'est qu'un membre du board? Eh ben, ça veut dire, it means that you will get your name, or any appropriate name of your choosing.
vous allez avoir votre nom, ou en tout cas un surnom qui serait approprié, donc pas trop non plus dégradant, up to 30 characters long, donc jusqu'à 30 lettres, qui sera affiché dans la liste des soutiens, on va dire, dans le livret de règles. Ok. Backers at this level will also get an invitation to our online annual general meeting. Donc on va aussi pouvoir avoir accès à un meeting annuel en ligne. Donc, même si vous habitez au Japon, en France ou que sais-je, vous avez accès à ce meeting en ligne. Attention au décalage horaire, ceci dit, dans lequel ils vont discuter des prochains jeux qui sont actuellement en cours de développement, du futur de Kinson Key Games également, et d'autres trucs top secrets. With the first one up happening in August, donc le premier arrivera en août 2024. Ok, alors on a donc accès à ce meeting online, donc en ligne une fois par an, on va avoir son nom dans le manuel, et c'est à peu près tout. Alors attention, quand on dit member of a board, quand on parle d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'influence, un droit de veto, ce genre de choses-là. Là, pour le coup, non, vous assistez à la réunion, vous écoutez, vous allez pouvoir poser des questions, etc., mais vous n'avez pas de décision quelconque à apporter. Donc en gros, vous avez le droit d'assister à une réunion, et à recevoir un proto, mais ça c'était déjà le cas dans le pledge précédent. Donc en gros, vous assistez à une réunion, et vous avez votre nom dans le livret de règles, et ça rajoute 500 boules. 500 boules en plus des 500 boules du proto. Donc, ça pique le fion. Voilà. Mais ceci dit, 999$, stock épuisé, aussi. Et puis, à 1500, stock épuisé. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y avait 10 personnes pour les deux, mais quand même, il y a des gens qui ont dépensé 1500 boules pour avoir leur nom dans le livret de règles et assister à des réunions en ligne. Moi je dis, c'est quand même un peu chaud, mais bon, quand on a de l'argent après tout, pourquoi pas, faisons-nous plaisir. Alors au-delà de ça, on a aussi pas mal de valeur en termes de matos parce que, vous le voyez, Game Trays est de la partie, comme dans tout bon jeu avec beaucoup de composants, ça fait plaisir d'avoir un insert par Game Trays. En termes d'ergonomie, de facilité d'installation et de rangement, c'est toujours un gros plaisir. Et en plus de ça, c'est thématique parce que ça a la forme des navettes spatiales que vous allez pouvoir envoyer dans l'espace. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Un par joueur qui plus est. Et puis ensuite, les composants communs dans des inserts différents. Ensuite, contenu du jeu de base. Ici, le plateau principal avec donc les tuiles absentes pour l'instant. Donc je vous le disais tout à l'heure de la modularité, hein, les tuiles vont être différentes, avec un agencement différent d'une partie à l'autre. Ensuite, le plateau de marketing, le token de premier joueur, tout un tas de petits meeple screen print, les plateaux de joueurs donc indépendants, donc individuels, avec dual layer, donc double épaisseur bien évidemment. Ensuite, l'argent, les experts, les petits cubes en bois bien sûr, parce qu'on est sur un jeu euro, les tuiles d'action, donc les fameux emplacements d'ouvriers qui vont être placés différemment d'une partie à l'autre, c'est pour ça qu'il y a les petits encarts ici, parce que vous allez les placer, voilà, ici, donc le petit encart c'est pour cet endroit que vous voyez là, et sachant qu'en plus elles seront double face, si je me souviens bien, si mes souvenirs sont bons, j'ai cru voir ça dans la vidéo de Board Game Co, je crois qu'elles sont double face. Ensuite, des upgrades, des technologies, quoi est-ce qu'on a encore? Enfin, masse de matos, des petits rouages de développement également, les différentes parties de votre navette avec les emplacements, enfin les emplacements et les bonus qu'ici à faire. Pareil pour le moteur, etc., etc. Bref, masse de matos. Ensuite, l'extension Advancements. Ça vient ajouter encore plus de technologie pour vos navettes notamment, mais également des tuiles de technologie avancée ou encore des Location Advancement Tokens. Des tokens de lieux avancés. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond pour le coup, mais c'est une sorte de module j'imagine. Ensuite des nouvelles cartes de mission à accomplir, on va dire. Des petites upgrades de tokens également. Nouvelle tuile de cockpit et de moteur également. Ensuite, Accommodation, l'autre extension, pareil, hein, on suit le même modèle, donc des nouvelles tuiles pour votre navette. Ensuite, on a aussi un petit module avec des Starting Upgrade Cards, donc une sorte de, comment dirais-je, un petit peu l'équivalent de, comment ça s'appelle, Prélude dans Terraforming Mars, un départ un petit peu asymétrique qui vous facilite un petit peu le début de la partie, en gros, hein. Ensuite des nouvelles cartes de mission, de technologie, des petites upgrades par-ci par-là. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a aussi un mode solo. Je sais pas qui l'a développé pour le coup. Bon, je sais pas pour le coup. Mais bon, ça pourrait être du David Turczi, ça m'étonnerait pas, mais je pense pas pour le coup. On continue. Il y a donc une vidéo en français, disais-je.
Et je crois que si mes souvenirs sont bons, que c'était les recettes ludiques. Voilà, c'est ici, ouais, on voit Ben ici qui propose une vidéo sur Galactic Cruise. J'ai pas encore pris le temps de la regarder, j'ai vu celle de Board Game Co, que je suis assez fréquemment, mais j'irai voir à l'occasion ce qu'en pense Ben. Other languages, pour l'instant, on n'a que de l'anglais durant la campagne Kickstarter, mais je pense que, vu le succès qui était attendu, qui était escompté et qui s'avère être réel de cette campagne, je pense qu'on aura une VF à terme quand même. Ensuite, les pledge levels avec un petit résumé. Le shipping pour le Canada, 12, 13, 14, 15. Vraiment abordable pour les Canadiens pour le coup. Pour l'Europe, 15, 19, 19, 19. Encore une fois très abordable hein, pour un jeu avec le poids physique, hein, pour le coup pas la complexité, mais le poids du jeu que c'est. Bon, les frais de bord sont pas si pétés que ça. Pour nous qui sommes en Rest of Asia, 33, 34, 37, 39, par contre ça pique un petit peu plus, hein, pour être honnête. Non-EU Europe aussi pour nos amis suisses, 20, 23, 23, 23, 3, ça reste accessible, hein, donc juste pour nous ça pique un petit peu, mais bon, a priori c'est pas un jeu pour moi, donc de ce point de vue là, pas de souci. Par contre, je suis quand même encore une fois étonné que Xavier ne soit pas intéressé par le projet, alors que ça avait théoriquement tout pour lui plaire. Et puis ma foi, ben, c'est à peu près tout. Je vois que Paul Grogan, ouais Paul Grogan, RoboConsult, ah cool, je pensais qu'il avait arrêté de faire du consulting de livret de règles. Paul Grogan, c'est un YouTuber anglais. Je crois que c'est Games Rules, le nom de la chaîne. C'est un mec qui aide beaucoup à la conception de livrets de règles pour certains éditeurs. Mais je crois qu'il avait fait une sorte de burn-out et qu'il avait décidé de prendre du recul avec ça. Mais pour le coup, là, il est listé pour du consulting de livrets de règles. Il en avait fait une vidéo dans laquelle il disait que le jeu était vraiment excellent. Raison de plus pour s'y intéresser, parce que c'est un mec qui pèse un petit peu dans le game. Voilà donc ce que je peux vous dire concernant Galactic Cruise, un projet Lacerda-esque à bien des niveaux, qui pour l'instant rencontre un franc succès, 4640 backers, 25 jours avant la fin de la campagne, 450 000 € d'engrangés. Vous me direz si vous faites partie des fous furieux qui ont pledgé à 500, 999, voire même 1500 $, auquel cas je serais surpris, mais un peu admiratif en même temps de ce niveau de pledge que vous aurez réussi à débourser pour Galactic Cruise, qui est le premier projet pour l'instant de Kinson Key Games. Voilà pour cette semaine de menu crowdfunding, il est 22h30 et je vais commencer le montage maintenant. La nuit va être courte, mais bon, c'est pas grave, demain c'est dimanche. Sur ce, eh bien je vous laisse, merci encore de m'avoir regardé cette vidéo, je ne le dis pas assez souvent, donc pour une fois je le dis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne des Ludovores. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, encore une fois, et à la prochaine.